Bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord vous remercier l'ensemble des participants à ce très beau programme qui nous a été concocté par la cellule Parc d'activité durable de l'Union wallonne des entreprises et singulièrement par Laetitia qui vient d'introduire le sujet. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des intervenants de grande qualité que nous avons pour ces 4 webinaires. Alors, ces 4 webinaires, inutile de vous le dire, ils s'inscrivent bien malgré eux dans une période de crise sans précédent. En effet, nous sommes face à une crise qui frappe et frappe encore durement le tissu économique de notre pays, singulièrement celui de la Wallonie. C'est un virus qui provoque, par son ampleur et sa durée, des drames humains, vous le savez, des catastrophes économiques et sociales et des désorganisations qui sont inévitablement néfastes pour l'équilibre de notre société. Alors, par ces impacts très palpables sur les entrepreneurs et les travailleurs de leurs entreprises, la crise a montré quelque part et de manière peut-être extrême et non souhaitée l'importance de disposer d'un tissu économique fort, notamment porté par des entreprises structurantes. Et ces entreprises structurantes, bien évidemment, on va notamment les retrouver dans nos parcs d'activité économique. Alors ces parcs d'activité sont, avant même cette crise, sont des lieux qui sont précieux pour le développement de notre région. Ils doivent continuer à vivre, bien entendu, ils doivent continuer à pouvoir se développer en étant bien sûr attentifs à l'utilisation parcimonieuse du sol et aux enjeux de durabilité qui sont le propos de ces webinaires. Ils peuvent aussi évidemment apporter une solution et être le réceptacle à cette réindustrialisation dont on parle depuis longtemps mais que la crise a particulièrement remise en avant. On sait qu'on ne fera pas tout revenir sur notre territoire, mais il y a sans doute une place pour combler les trous dans nos chaînes de valeur. Alors, on va parler de durabilité. Parler de durabilité durant cette crise, est-ce que c'est futile, voire est-ce indécent? Eh bien, nous pensons fondamentalement que non. La prise en compte des enjeux de la triple transition économique, sociale, environnementale, c'est au contraire une base incontournable de réflexion pour ne pas gâcher cette bonne crise, comme dit un prix Nobel d'économie, et en tirer des opportunités fortes de rebond. Alors, l'UE est fière déjà d'avoir été désignée en 2020 SDG Voice par les autorités fédérales depuis le début de l'année, et malgré le virus, nous menons de nombreuses actions et en mènerons encore pour mieux faire connaître les objectifs de développement durable. Par ailleurs, l'UE sortira dans quelques jours son projet de plan de redéploiement pour la Wallonie, qui est notre pierre, notre contribution au plan Get Up Wallonia du gouvernement wallon, et des mesures fortes de durabilité y sont présentes en bonne place. On parlera de rénovation du bâti, de réhabilitation de friches, de communautés d'énergie durable ou encore de mobilité durable. En relayant dans ce plan de redéploiement toutes ces mesures et ces mesures spécifiques en lien fort avec la durabilité, ce n'est pas de la théorie que l'Union wallonne met sur la table, mais bien les réflexions d'un large tissu d'entreprises qui, pour l'énorme majorité, intègrent depuis longtemps ces questions et les mettent en œuvre au quotidien. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent webinaire à toutes et à tous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Tout le monde m'entend bien? Oui. Voilà, donc je vous ferai l'économie de réitérer les propos de Samuel, qui évidemment, nous, au sein des agences de développement territorial, nous partageons et nous cautionnons. Je vous plante en tout cas en ce qui nous concerne un peu le décor de nos actions foncières s'agissant des agences de développement territorial sur le territoire wallon. Nous représentons, nous coordonnons et nous avons en gestion près de 282 parts d'activité économique pour une superficie totale avoisinant les 13 400 hectares, ce qui ne représente in fine que 0,8% du territoire wallon, au sein desquels majoritairement grandes entreprises TPE et PME sont implantées
pour un nombre approximatif de 9000 entreprises, et cela génère plus de 173 000 emplois. Samuel en a parlé, et c'est d'autant plus important que les prescrits stratégiques wallons nous invitent à éviter toute future artificialisation à l'horizon 2050. Nous sommes gestionnaires aussi et compétents en matière d'assainissement de friches industrielles. Nous en avons déjà assaini près de 600 hectares et sommes en passe de gérer pour l'instant plus de 250 hectares de projets. À cela, vous rajoutez le nombre de bâtis existants sous forme de bâtiments relais qui sont soit des bâtiments classiques ou des incubateurs, et vous comprenez à quel point, qui regroupent en leur sein plus de 1200 entreprises, et vous comprenez à quel point le rôle que nos agences, avec d'autres partenaires publics, et entre autres plus spécifiquement l'Union wallonne des entreprises, représentent. Alors il est clair, on parle des parts d'activité économique. Un hectare d'aujourd'hui, c'est clair, ça n'a plus rien à voir avec ce qui était et ce que ça a pu être par le passé. Et c'est encore plus vrai et plus marqué aujourd'hui. Samuel en a parlé, les compétitivités territoriales existantes sont sans cesse croissantes, et ça exhorte en fait les agences de développement territorial à évoluer naturellement et à progresser vers des performances énergétiques et qualitatives des infrastructures à vocation économique que l'on peut mettre à disposition des entreprises. C'est pas un vain mot, je veux dire, c'est une adaptation normale, et c'est aussi une évolution philosophique logique qui a progressivement modifié nos expertises internes et nos modes opératoires avec les différents organismes présents en Wallonie. Alors, la question à se poser, c'est que, outre l'aspect financier, outre l'attractivité territoriale de notre territoire, l'objectif final, tant pour les gestionnaires d'entreprises que pour les personnes qui y travaillent, c'est de pouvoir leur donner la possibilité, ça semble anodin et simple, mais de vivre au sein d'un environnement dans leur entreprise où, entre parenthèses, ils y passent le plus clair de leur vie quotidienne, qu'ils s'y sentent bien et qu'ils aient en fait une qualité de vie qui soit correcte. Donc le caractère durable qu'il convient de donner à nos infrastructures, selon nous, se décline à travers 3 types d'actions à des niveaux bien différents. Il y a d'une part l'amélioration qualitative de l'infrastructure que l'on met à disposition des entreprises, essentiellement dans un deuxième temps une amélioration qualitative des services qui y sont offerts et une amélioration de la performance énergétique présente au sein de ces infrastructures. Je ne vais pas vous donner la liste exhaustive de chacune des actions qui sont entreprises par l'ensemble de nos agences. Je pense que les intervenants qui auront l'occasion de s'exprimer dans différents webinaires suivants, aujourd'hui peut-être déjà, ou voire demain, auront l'occasion de le faire. Mais il est clair que en matière, par exemple, d'amélioration qualitative de l'infrastructure, les services auxiliaires divers ont une place relativement importante. La transformation des surfaces publiques passives des parcs en lieu de détente, de repos, de loisirs est quelque chose aussi sur lequel nous comptons énormément. Au niveau des services, l'intégration plus accrue des transports en commun est une de nos priorités. L'implémentation de centrales de covoiturage, le plugin recharge voiture hybride, les stations d'équipement en gaz naturel compressé sont aussi et rentrent aussi dans nos priorités. La gestion, la maintenance mutualisée ou déléguée des espaces communs, des zones tampons et des zones recul font aussi partie des actions qui peuvent être mises en place. Alors, soit générées d'initiatives ou avec des clubs d'entreprises animés par l'Union wallonne des entreprises, animés par les agences de développement territorial, la surveillance de bâtiments, la collecte des déchets industriels, le diagnostic environnemental individuel et l'aide à la gestion des déchets d'activité sont autant de priorités qui sont entreprises. La réalisation d'audits énergétiques s'agissant de la performance énergétique du bâti est aussi une priorité importante, que ce soit le bâti existant ou à construire, et ce, au démarrage des projets qui sont introduits par les porteurs de projets nationaux, voire internationaux.
Dans la réalité, toutes ces choses sont menées en tenant compte, du besoin spécifique exprimé par les entreprises et qui peuvent être, vous l'aurez compris, tout à fait différents d'un parc d'activités à l'autre. Et donc, chacune de nos agences, en copartenariat avec l'Union wallonne des entreprises, met sur pied des plans d'action avec des partenaires publics et privés qu'elle juge les plus opportuns pour répondre justement à l'attente des entreprises qui sont notre principale préoccupation. Si je peux encore bénéficier de deux minutes et ainsi clôturer mon intervention, je vous dirais en tout cas que sous notre structure faîtière qui regroupe les 8 agences de développement territorial, nous avons mené dès 2018 une action commune qui répondait à l'ensemble des volontés de nos agences, mais aussi à un besoin exprimé par les entreprises présentes sur nos parcs. C'est l'étude de la mise en œuvre future ce qu'on a appelé les communautés d'énergie renouvelable au sein des parcs d'activité économique. Ce projet a été en fait initié et mené dès 2018 sous l'appellation ZELDA, qui en fait est l'acronyme de Zoning à énergie locale et durable. Et à la base, c'était un concept, donc une idée générale et quelque peu abstraite, qui maintenant, en tout cas depuis l'apparition des résultats qui ont eu lieu la semaine passée auprès du gouvernement et plus principalement du ministre de tutelle de l'énergie, est devenu quelque chose de très concret et un projet qui n'attend plus, in fine, que la modélisation des arrêtés gouvernementaux d'exécution pour pouvoir en fait démarrer de manière très opérationnelle et très concrète le projet de CER. Qu'est-ce qu'une CER? C'est une communauté d'énergie bénéficiant en fait du réseau de distribution existant, et nous parlons là principalement d'un partage commun de l'électricité, au sein en fait d'un parc d'activité économique et qui permet singulièrement, et ça fait partie du rôle de l'intérêt général de nos agences, de rencontrer plusieurs objectifs. Il y a tout d'abord un objectif à rencontrer en matière de transition énergétique, puisque comme son nom le précise, la CER, c'est pouvoir disposer en fait de production d'énergie verte. Donc, parfois, ces moyens de production existent sur les parcs, parfois ils n'existent pas, ou bien encore ils ne sont pas suffisants. Donc, ce qui implique de facto que nous allons devoir travailler avec en fait des partenaires privés dont le métier principal est la production d'énergie renouvelable. On parle de Luminus, on parle de Total. Bon nombre d'acteurs sont intéressés par le processus. Donc les CER sont un outil qui permet en fait de mettre en place des moyens de production renouvelable et d'agir en faveur de la transition énergétique. Ils sont aussi un levier pour améliorer la compétitivité énergétique des entreprises. Pour une entreprise, un effet attendu direct de la participation à une telle communauté est une réduction de sa facture d'énergie et d'électricité. Et donc, agir sur la compétitivité énergétique des entreprises, c'est un facteur non seulement d'ancrage de ces entreprises dans nos PAE, mais aussi un facteur d'attractivité de nos parcs pour les nouveaux investisseurs dans une logique de création de nouveaux emplois. Nous avons créé ce modèle, les résultats ont été en accord avec les GRD présentés au gouvernement. Il concerne l'ensemble des clients potentiels présents sur les parcs, qu'ils soient haute, moyenne ou basse tension. Et c'est qu'au départ, les premiers constats qu'on peut d'ores et déjà émettre, c'est qu'au départ des 72 parcs d'activité qui ont été caractérisés par le modèle que nous avons mis en place avec les GRD, l'AQUAP et le monde universitaire, et qui fixait en fait un taux d'autoconsommation collective de 55%, on a déjà potentiellement défini 72 parcs qui regroupent 6300 entreprises qui demain peuvent être concrètement impliqués dans des communautés d'énergie renouvelables. Alors, ce n'est pas de l'empirisme, ce n'est pas de la théorie. Dans l'état actuel des choses, cela pourrait entraîner pour les entreprises un gain annuel de près de 10 millions d'euros sur leur facture de consommation énergétique. Et donc, à très court terme, et c'est en cela que je parle d'un projet plutôt que d'une idée abstraite et d'un concept tel que c'était le cas en 2018, nous avons un objectif très clair de mettre en place sur 29 parts d'activité économique à l'horizon 2022, 29 communautés d'énergie activables au sein des parcs d'activité économique.
Voilà, donc je me permets de clôturer. J'ai été peut-être un peu long, mais je pense que le message était intéressant. Si vous souhaitez avoir de plus en plus d'informations, notamment sur les communautés d'énergie renouvelable, je vous invite à prendre en direct contact avec nos agences ou avec mon secrétariat général et nous nous ferons un plaisir de vous renseigner. Je vous souhaite plein de succès, de bons échanges et faire en sorte, qui que ce soit, que les solutions et les pistes de réflexion que vous pourrez trouver à l'initiative de l'Union wallonne des entreprises puissent de facto, et c'est ça l'objectif principal, être utiles pour la qualité de vie et le bénéfice des entreprises qui constituent notre tissu socio-économique. Je vous remercie. Merci Laetitia, merci l'Union wallonne des entreprises pour l'invitation à venir vous parler des parts d'activité économique sous l'angle du réseau Palm. Redoutable honneur pour moi de démarrer ce cycle de conférences sur un sujet qu'on va tenter d'élargir, prendre un peu de recul, de hauteur, pour présenter un peu cette dynamique qualitative ou de la qualité des parts d'activité économique. À défaut de savoir où on va, en tout cas, on peut s'interroger dans les activités économiques et c'est un petit peu ce que je vais tenter de vous restituer le plus rapidement possible. Forcément, vous m'en excuserez avec Boursi parce que je n'aurai pas le mais cas échéant, je resterai disponible par ailleurs pour répondre à vos questions. Alors, il m'a été demandé de présenter les parts d'activité qu'on va de développer. Je vais tenter de développer mon propos sous les axes suivants. D'abord, qu'est-ce que Palm? Puisque Laetitia m'avait demandé de rappeler ce qui était la problématique des parts d'activité économique dans leur relation à la question au sens large du terme du développement durable, puisque c'est le fil rouge qui a conduit le développement de l'association ces 30 dernières années. Selon 3 dates, on reviendra un peu en arrière avec la révolution industrielle en 1850 et un lieu à proprement parler identifié, donc Manchester en Angleterre. Je reviendrai sur la conférence de Rio 1992, un peu comme date symbolique, mais qui est une date importante en termes de lancement des dynamiques qualitatives sur les parts d'activité. Enfin, on s'interrogera sur ce qui nous arrive aujourd'hui. Ça a été répété dans les introductions tout à l'heure avec la crise de 2020 et en introduction, sait-on réellement où on a, ou en tout cas, y a-t-il pas là une opportunité d'impulser des directions à nos sujets? Palm, en tant qu'institution, en tant qu'association, je l'ai résumé sous un seul slide par 3 logos qui représentent un réseau de réseaux. Donc Palm est une association à but non lucratif dont l'objet est centré sur un périmètre territorial qui s'appelle le parc d'activité économique, la zone industrielle, on pourrait parler d'écoparc aussi aujourd'hui. Ceci dit, périmètre de plus en plus flou en interaction avec les limites de la ville. Donc là encore, on voit que c'est un espace géographique assez mouvant. Un fil rouge au sein de Palm, je l'ai dit il y a un instant, les questions environnementales tout à l'origine, qui avec l'évolution des problématiques sociétales se sont transformées en questions liées au développement durable. Donc on ne peut pas poser ce fil rouge, c'est évidemment très important. Et en rapport à ce périmètre géographique, on va dire, de la zone d'activité, de l'espace d'accueil d'entreprise, en rapport aussi avec cette question du développement durable, l'association Palm traite des questions d'aménagement des parts d'activité,
ce n'est pas le plus complexe à notre avis, des questions de gestion et d'animation surtout des zones d'activité. C'est surtout pour ça que l'association a été créée. Juste une petite parenthèse pour dire que Palm, en tant qu'institution, en tant qu'association, n'est pas une expertise de l'association Palm, ce sont ses adhérents. Ses adhérents au nombre d'une typologie de 3 types. D'abord des collectivités locales, aujourd'hui communalité, et en Belgique, en Wallonie, les intercommunales, comme il était rappelé tout à l'heure, sont adhérentes du réseau Palm, et donc à ce titre, vous êtes très significatif des membres adhérents de l'association Palm, mais également chez nous en France, les aménageurs en tant que tels, beaucoup, et puis également les associations d'entreprises qui représentent les usagers. Ne l'oubliez, des espaces d'accueil d'entreprises pour y accueillir des entreprises. L'association donc n'est pas un réseau, n'est pas un expert en tant que tel, ce sont bien ses membres adhérents qui sont les experts, ce sont les faisants, ce sont ceux qui fabriquent du parc d'activités ou qui le gèrent, qui sont donc nos experts, et que la mission de l'association consiste à capitaliser sur les savoir-faire et les savoir-être. Je pense que les savoir-être, c'est d'autant plus important. Tout ça dans une optique d'innovation de ce qui se fait sur ces territoires. Et bien entendu, la diapositive ici symbolise l'aspect francophone, particulièrement la langue française, la Romandie en Suisse, évidemment vous en Wallonie, le Canada avec le Québec, et bien entendu tout le réseau. Propos un peu socio-historique, et cette première date que j'exposais tout à l'heure, 1850, la Révolution de ce stade de football que tout un chacun connaît, ou en tout cas dont on a entendu le nom, Old Trafford. United, ce stade de football qui a été créé à la fin l'association de football a été créée à la fin des années 1878 également. Le stade initial a été créé en 1909. Il est issu d'un parc d'activités qui est le parc d'activités qui s'intitule Trafford Park, et qui est sans doute le tout premier parc d'activités qu'on peut identifier en tant que tel en Europe, et quasiment à l'échelon mondial, puisqu'on verra que c'est quand même l'Europe qui a impulsé l'activité. À l'époque, ce stade ou cette association de football, incontestablement, elle est issue de ce parc. C'est un lien social à l'origine. Inversement, on a créé en France un stade de football il y a 4 ans, qui a été inauguré il y a 4 ans, pas mal, son nom l'indique, et qui est un stade qui a été créé au milieu de nulle part, et autour duquel on a développé un parc d'activités, où on développe un parc d'activités. Totalement. Un premier outil qui est issu d'un parc d'activités et qui est là pour générer du lien entre les êtres. Et inversement, dans ce qui s'est passé à Lyon il y a 3 ans, on est là pour imaginer une zone d'activité autour d'un stade uniquement dans une relation au business. Voilà, je voulais introduire par ce propos-là parce que je pense que ça résume. Alors, le processus, si je reviens à l'origine de Trafford Park avec la révolution industrielle telle qu'elle s'est constituée outre-Manche, qui est en marche depuis 2 siècles et qui est incarnée par cette forme d'organisation spatiale qu'on appelle la zone industrielle, donc prend sa source en Angleterre
doute, le premier parc industriel qui est planifié, voulu, conçu comme tel dans la banlieue de Manchester en Angleterre, berceau de la révolution industrielle. Ce modèle d'organisation spatiale des activités productives, tel qu'on l'a connu à l'époque, il va essaimer, il va s'étendre et il va s'imposer tout au long du XXe siècle avec des phases d'accélération plus ou moins rapides entre les deux guerres, et il va s'accélérer encore plus après la Seconde Guerre mondiale. Le concept de parc d'activité tel qu'on le connaît aujourd'hui s'internationalise en Europe, dans toute l'Europe, en Amérique du Nord, et une nouvelle accélération va se faire au lendemain de la chute du mur de Berlin, au lendemain de la chute de l'URSS. Qu'on appelle ou qu'on pourrait appeler globalisation, mondialisation, et le modèle s'étend à une échelle totalement inconnue jusqu'alors, en Chine d'abord, et plus globalement en Asie, ce modèle s'étend au-delà même de la Chine. L'Inde, de son côté, n'est pas en reste, qui va investir massivement dans la fabrique des parcs d'activité, notamment au niveau des ports. Il va y avoir un gros travail de fait au niveau des ports sur le processus de l'Inde. Et on n'oubliera pas, je fais des raccourcis, mais on n'oubliera pas également que les investissements chinois prolongent ce processus en Afrique aujourd'hui, pas rien que les investissements chinois, mais ils sont quand même assez conséquents. Donc la zone industrielle, le parc d'activité dont on parle aujourd'hui, il faut bien qu'on ait conscience que nous sommes là dans un modèle planétaire, dans un modèle qui est quasiment universel à l'échelle de la planète. Et il ne faut pas qu'on oublie non plus qu'on n'a jamais construit autant de ponts, de routes, j'en passe et des meilleurs, y compris de zones d'activité, qu'aujourd'hui à l'échelle planétaire. Même si nous, on pense souvent, sous notre angle de Français, d'Européens, de Belges et de Wallons en l'occurrence peut-être aujourd'hui, qu'on est saturé par les parts d'activité. Il faut savoir qu'on est en pleine expansion encore aujourd'hui de ce modèle-là et qu'il a donc encore des belles années devant lui. Si on revient à la question initiale aussi qui était posée du parc d'activité dans son rapport à l'écologie, on peut dire qu'au moment de la révolution industrielle et même jusque dans les années 1980, la question environnementale, alors très clairement, ce n'est pas une des préoccupations majeures de ce processus d'industrialisation. Clairement, si on est un spécialiste et qu'on s'intéresse à ces questions, dès les années 1800, on voit qu'il y a des résistances environnementales, mais elles sont minimes, elles sont peanuts. Globalement, tout le monde sont... Je caricature mon propos, je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est en fait quand même sur ce modèle-là que les choses vont se développer. Est-ce à dire pourtant que Trafford, si on se focalise sur ce parc d'origine, est absent des questions environnementales? Pas tout à fait, parce qu'on peut dire que, pour reprendre une expression commune de la littérature, en fait, vous savez, monsieur Jourdain disait de la prose sans le savoir, et bien Trafford Park, quelque part, il fait de l'écologie ou de l'environnement, parce qu'à l'époque, d'un point de vue historique, les grandes entreprises s'installent près de leurs matières premières et quelque part, on est dans une forme naturelle et avant l'heure de l'écologie industrielle, même si tout à fait qu'on veut lui donner aujourd'hui. Mais vous voyez qu'il y a déjà un rapport à des choses qu'on va retrouver et qui sont très d'actualité aujourd'hui. Au début des années 90, là, il est synthétisé à travers une date un peu symbole qui est la conférence de Rio en 92.
plus voir Rio comme un marqueur important rapport à la question environnementale et notamment par rapport au parc d'activités, puisque à ce moment-là, incontestablement, si déjà un petit moment, le mouvement est amorcé d'une meilleure prise en compte de cette question du développement durable au sein de la société. Si on revient sur l'état des zones d'activité qui sont sorties de terre après la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on voit à travers cette image? Pas d'entretien, pas de gestion, pas de lien. Les zones d'activité sont rejetées en dehors des villes. Très souvent, c'est une expression qui est revenue dans les enquêtes conduites depuis plusieurs années au sein de Palm. Quand on parlait des zones d'activité à cette époque-là, on parlait souvent de no man's land, terre de personne ou non habitée dans sa définition première, pour ce qui concerne le no man's land. Or, c'est à l'origine une terre nourricière, c'est une terre, hein, la terre, je pense que il serait plus approprié peut-être dans le monde qui vient de parler de terre que de parler de foncier. En tout cas, on s'interroge sur ces questions-là parce que la sémantique a une importance. Terre nourricière des agriculteurs au départ, que la collectivité va s'approprier, qui va devenir un bien commun de la collectivité ensuite, au regard d'un long processus d'appropriation, bien souvent. Terre des entrepreneurs, enfin, puisqu'on va la restituer, on va la vendre à des chefs d'entreprise qui vont développer leur business économique. Donc, territoire d'industrie de noblesse par rapport à l'écologie. C'est aussi pour ça que je vous ai mis cette photo d'une friche, puisque c'est à partir de là que va s'enclencher ce long processus pour que ces espaces d'accueil d'entreprise gagnent un petit peu en notoriété sur le plan de l'écologie. Alors, là, je vais aller très vite. On est à un moment donné de l'histoire, pas si ancien que ça, puisque ça a une trentaine d'années, hein, où les principes de la durabilité vont investir tous les domaines de la société, et notamment les zones d'activité. Donc, les paysages, on parle plus sur les zones d'activité à l'époque, hein, je me focalise sur ce territoire, d'aménagement paysager. On ne parle pas encore de biodiversité dans les années 90, hein. On parle d'aménagement paysager. Bien entendu, la question des déchets fait son apparition aussi à ce moment-là. Et puis, il y a évidemment les incontournables comme l'eau. Chez nous, en France, c'est assez eaux d'analyse. Et puis qu'on voit venir des sujets comme la question de l'énergie, la question de la mobilité, et j'en passe et des meilleurs, qui progressivement vont investir tous ces champs. Avec ces thématiques, on est encore très dans la question environnementale, au sens strict du terme. Mais ces principes de la durabilité qui investissent les zones d'activité vont aller un peu plus loin. Et là, je vous mets très brièvement la diapo de l'association Palm, de son logo, parce que c'est très clairement à ce moment-là que naît l'association Palm, mais on va dépasser la simple association Palm, puisque c'est à ce moment-là que vont commencer à s'incarner un certain nombre de réseaux autour de la qualité environnementale et développement durable des zones d'activité économique. Et Palm est un de ces éléments de ce paysage institutionnel à ce moment-là. Alors, il y a une multitude de formes qui sont prises. Je vous ai mis ici la fameuse démarche Palm. On en parle. Document en 1993. Concertation, aménagement, requalification, gestion des zones pour le développement durable des parcs d'activité, c'est un document qui est sorti avant même que l'association soit créée. Je ne vous refais pas cet historique-là parce que ce serait trop long, mais on entre dans ce mouvement de tenter d'impulser du développement durable dans les questions d'aménagement des zones d'activité. Alors,
Et donc, il y a un certain nombre d'outils qui sortent, comme les guides, les chartes ici. Je vous ai présenté celle de Palm. Il y en a une autre qui est très connue en France, qui est celle de la Bretagne. Bretagne Caliparc, c'est un référentiel d'aménagement et de suivi et de requalification des zones d'activité à la fin des années 90, en 1999 exactement, si je devais le situer. Et donc, on intègre toutes ces questions de durabilité au sein de la question de l'aménagement, de la gestion des zones d'activité. Et donc, je vous ai mis une image un peu idyllique ici d'un parc d'activité qui a intégré ces concepts-là. Alors, ce n'est pas un dessin virtuel, c'est une vraie zone d'activité entre des montagnes au bord d'un magnifique lac qui est le lac du Bourget. On est sur le parc d'activité de Savoie Technolac basé au Bourget du Lac entre Chambéry et Aix-les-Bains. Et donc, on va développer tout un tas d'expériences, de zones témoins qui vont intégrer ces concepts de la durabilité. Alors, je ne vais pas vous les citer tous, puisque voilà, chacun a conduit des expériences. Je vais juste vous un petit conte, en quelque sorte. Donc, imaginons à travers cette image une zone d'activité verdoyante, peut-être même sans clôture, puisque c'est le cas sur cette zone, il n'y a pas de clôture. La clôture, c'est l'enfermement, c'est la question du lien. Enfin, vous voyez, tout ça n'est pas neutre. Donc, imaginons une zone d'activité verdoyante, peut-être même sans clôture, où les enfants des écoles viendraient observer la profusion de la biodiversité urbaine ou périurbaine à travers la concrétisation de projets industriels innovants. L'aménageur aurait pris soin de maintenir et valoriser le patrimoine existant par des corridors biologiques, par exemple, le maintien des biotopes en limitant les mouvements de terre, par exemple. Outre la production de miel, accord passé avec des apiculteurs favorisés par des espaces verts devenus prairies avec des fauches tardives obligatoires, la cire produite dans les ruches permettrait aussi d'être un indicateur de la qualité de l'air sur le territoire. Faussement abondante, l'eau aurait fait l'objet d'une attention par une augmentation de la perméabilité des voiries et l'installation de noues et bassins de rétention paysagers et par la rétention des eaux de pluie pour un usage local, par une infiltration naturelle. Imaginons encore cette zone d'activité traversée de mailles piétons et cyclables, tous connectés à un transport en commun qui s'autoriserait à pénétrer la zone d'activité. C'est sans dire qu'il y a encore tellement de zones d'activité qui ne sont pas connectées avec les transports en commun, évidemment. Avec des stations de covoiturage où le stationnement automobile cantonné aux extrémités du parc aurait été réduit à sa plus simple expression. Imaginons encore une devenu un hub de service à la mobilité, autopartage, vélo, en libre service, plan de déplacement inter-entreprise, et où la mobilité aurait été pensée comme un outil favorable au recrutement. Imaginons encore une zone d'activité où la question de l'énergie serait la diversité de ses composantes, parcs d'énergie renouvelable, smart green, biométhanisation, etc., etc., etc. L'énumération pourrait encore se poursuivre et je ne vous raconte pas une belle histoire utopique puisque nous ne sommes pas là dans le domaine de l'imagination ou du rêve, mais les utopies d'hier sont devenues des réalités d'aujourd'hui et sur le terrain, tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, ça existe bel et bien. Ce sont des expériences bien concrètes, donc les choses ont avancé et ça... il faut être suffisamment optimiste pour le connaître. Et les choses avancent à la hauteur de l'ambition de chacun des projets, des moyens humains et financiers qui leur sont rattachés. Mais incontestablement, sur ces 30 dernières années, on peut et on doit constater des progrès effectifs en la matière. Pourtant, ici et encore, on parle surtout de questions d'aménagement. Hors Palm, puisqu'on m'a demandé une vision sous l'angle du réseau Palm, depuis le début des années 90, a insisté sur la question de la gestion et de l'animation de ces territoires.
Et on pense qu'on n'y est encore pas tout à fait, et même loin s'en faut, en termes de gestion et d'animation de ces territoires. L'aménagement, on sait faire. On a des très bons techniciens, on a des très bons ingénieurs, on a des très bons développeurs dans le domaine, on maîtrise les techniques, les technologies, donc on sait aménager qualitativement aussi, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Sait-on gérer? C'est une autre question. Oui, dans un certain nombre de cas. Sait-on animer ces territoires? C'est une autre question encore qui, à notre sens, fait l'objet de ce qui vient. Et c'est le troisième temps de mon intervention, très synthétique, ce qui nous tombe dessus en 2020. Et donc, que dès le mois de mars, quand on s'est retrouvés tous cloîtrés à la maison au sein du réseau, on s'est tous interrogés sur qu'est-ce qu'on fait de notre dynamique, de notre réseau, de notre expertise plurielle avec chacun des adhérents. Et on a donc décidé de tout refondre en quelque sorte. Enfin, je vais un petit peu vite, mais la crise que nous vient pas évidemment notre société occidentale, on pense qu'elle cache d'autres crises économiques, on est peut-être dedans, sociales, on y est peut-être aussi, politique, peut-être aussi plus profondément philosophique, on est pas mal au sein du réseau à le penser. Elle questionne aussi notre activité au sein de l'association et évidemment, elle questionne l'activité de nos adhérents. Depuis 30 ans maintenant, l'association porte une histoire qui a consisté à promouvoir la transition écologique des territoires économiques en capitalisant sur les experts. Ce que nous venons de voir brièvement à l'instant. En essayant de mettre l'accent donc sur toutes ces questions. Rapport à la crise, Palm a souhaité consolider le positionnement pour tenter de franchir une étape supérieure. Donc ici et là, on a vu, à travers la petite histoire que je vous ai racontée avec cette magnifique projet, que des expériences pilotes ont été conduites, que des opérations vitrines ont permis d'innover, qu'il y a eu tout un mouvement qui s'est mis en place, que ce mouvement s'est levé depuis au moins 3 décennies, que ce mouvement il est encore trop marginal. Il y a encore trop, et je le dis parce que je le vis dans le réseau que j'anime, il y a encore trop de discours alibi pour aller... Donc nous vivons, cette rupture sociétale nous semble une occasion de nous interroger sur notre rapport au monde et le sens profond de notre et de votre travail, à vous, aménageurs, gestionnaires, animateurs de parcs. Cette mutation, la basant sur des valeurs plus humaines. Alors, on a aussi donc mis en place dans cette phase de confinement et post-confinement au sein de l'association une réflexion en 3 étapes à travers un questionnement de nos adhérents, questionnement un peu atypique qui a surpris beaucoup de monde, mais finalement on a un taux de réponse assez intéressant après avoir fait preuve de pédagogie. À travers le questionnaire, c'était avril-mai, les entretiens personnalisés se sont déroulés en juin et juillet, et une 3e étape qui va se dérouler le 13 octobre prochain, au travers de la question quelles nouvelles orientations, et c'est cette diapo-là pour les parcs d'activité dans une société en métamorphose, fait partie des gens depuis pas mal d'années qui s'est levé, notamment dans la société civile, et peut-être que c'est l'occasion pour la société politique aussi de rattraper ce mouvement, parce qu'on pense que la société politique est un peu une société civile. Et donc, on va restituer tout ce travail-là au mois d'octobre prochain, à travers une journée de conférences, de débats, mais surtout de... Ça va donner naissance à
un certain nombre, un livre blanc, entre autres, pour l'État français, pour les collectivités adhérentes de Palm, dont s'articulera autour de propositions, pas seulement philosophiques au départ, puisque tout le programme de l'association Palm, à partir de consistera à traduire dans les faits ces nouvelles orientations qu'on souhaite décliner. Un monde nouveau, alors donc voilà, c'est quasiment ma dernière diapo pour conclure, ça se passera le 13 octobre. Ben, les adhérents de Palm sont déjà au courant, les Wallons aussi. Je pensais qu'en Wallonie, vous alliez avoir du mal à venir à Paris, d'après les informations qui nous venaient ici en France, mais j'ai plusieurs collectivités wallonnes qui se sont inscrites déjà pour cette rencontre. Et si parmi les gens qui nous écoutent ici, certains sont intéressés à participer au débat individuellement par mail, puisque avec les affaires sanitaires, on est contraint en termes d'espace, mais enfin, on peut accueillir encore un petit peu de monde. Je ne dis pas qu'il va apparaître, puisqu'on en voit ici et là des manifestations, notamment la fabrique des nouvelles zones d'activité doit-elle s'observer? Ça, c'est un peu le commentaire qu'on a eu du travail qui a déjà été conduit, comme nous l'avons trop souvent fait uniquement à partir d'indicateurs qui seraient le nombre vendus, de carrés vendus, le nombre d'emplois créés. Il y a eu un travail fait pour travailler sur la question du lien, pour travailler sur la question de l'animation. On se demandait si l'intensité des collaborations effectives entre les acteurs d'un parc d'activité avec les acteurs du territoire pouvait pas être un indicateur aussi important que le nombre d'emplois. Le nombre de brevets annuels territoire aussi pourrait être un indicateur intéressant. Les avancées à l'international produites par le territoire, les capacités du parc lui-même à innover, à soutenir des expérimentations sur le terrain. Et c'est un des axes au sein du réseau, c'est de pouvoir mettre en place des expérimentations par rapport à ce qu'on va définir, donc à ce qui est en train de se définir à travers le travail que je vous ai restitué dans les slides précédents. Et puis voilà, donc pour terminer, un peu fourre-tout, puisque c'est encore pas complètement synthétisé. Quelle raison d'être pourrait-on imaginer pour les parcs d'activité? Je vous le donne un peu en vrac dans les réactions qu'on a eues. Fusionner espace de travail, espace de vie, évidemment, on retombe sur nos problématiques. Ramener le parc à la ville ou la ville au parc. Restituer la nature en réinventant l'aménagement. Réinventer l'aménagement, même si je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire, mais ce sont des questions et des problématiques qui reviennent très souvent. Travailler cette question d'être heureux, du bonheur, et aussi quelque chose qui revient. On voit que là, on est sur le lien, hein, le lien social aussi il est important. Faciliter le quotidien pour les salariés, leurs enfants, leur réconcilier, harmoniser l'arbitrage stratégique régional avec la réalité locale. Ça, je l'ai bien noté parce que c'est un Belge qui m'a fait cette réflexion-là et nous entend réconcilier les stratégies régionales avec les stratégies locales, ça m'était plusieurs fois signifié. Stopper la concentration mégapolitaine vers les moyennes et le rural, contribuer à la chasse aux déchets industriels, aux pollutions, devenir un haut lieu exemplaire de la biodiversité ou de l'économie circulaire, cultiver le protéger l'espace que nous laisserons à nos descendants, etc. etc. Je vais pas tous vous les citer parce que j'ai déjà dépassé le temps à partie. Mais en tout cas, très synthétiquement,
ce qui commence à ressortir très fort de ce travail-là, c'est la question du lien humain, du lien aussi dans lesquels les individus ne se sentent pas toujours à leur place quand on les interroge sur ces sujets. J'ai été un peu long, merci de m'avoir écouté. Merci Laetitia pour l'introduction tout à l'heure. Bravo pour l'éloquence de Joël, que je connais déjà par ailleurs. Donc moi, ce que je vais essayer de vous faire en tant qu'intervenant, c'est vraiment de vous partager quelques retours d'expérience, d'être le plus concret possible. Et puis, j'espère que ça va illustrer des propos qu'on a déjà pu avoir en introduction. Donc, Benoît Charrière, moi, comme l'a dit Laetitia, je suis responsable du bureau Sofies. On a en effet un bureau à Genève. On a également une représentation à Londres, en Inde et en Suisse allemande. Et on était intervenu à l'époque lors du cabinet Marcourt sur les questions de zoning en Belgique. Et je dois vraiment dire que pour nous, c'était très inspirant de pouvoir regarder ce qui se passe en Wallonie. Pourquoi ? Parce que en Suisse, on a très peu de zoning. C'est essentiellement les communes. Le terrain est déjà pas grand. Quand j'ai entendu les chiffres avancés tout à l'heure par Monsieur de Rouwer, c'est vraiment, voilà, on n'est pas du tout à la même échelle en termes de zoning en Suisse. Et on a très peu de gestionnaires de zones. Et je vais vous en présenter, enfin, je vais présenter l'expérience de Genève en particulier. Donc voilà, je pense que comparaison n'est en tout cas pas raison quand il s'agit de partager cette expérience-là, mais j'espère qu'elle fera écho à différents éléments qu'on a pu voir. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est également une vingtaine de minutes d'intervention. Ce témoignage, je vous propose de le commencer en vous embarquant dans un voyage juste pour une représentation. Imaginez-vous qu'on est dans une mission pour Mars, avec une première question que je vous soumets, c'est-à-dire que imaginez qu'on a donc un équipage de 4 personnes qui part pour Mars sans la possibilité de se faire refournir en quelconque ressource. Et donc, quel est le facteur limitant le plus important quand il s'agit d'envoyer 4 personnes sur Mars? Si on réfléchit un petit peu, donc on se rend compte que la navette la plus forte aujourd'hui peut embarquer qu'une certaine quantité de gasoil, qu'à cela il faut ajouter toute une série de composants pour l'équipage. Et c'est bien ça le facteur limitant, c'est que chacune de ces personnes consomme en moyenne 30 kilos, que ce soit d'oxygène, hein, de nourriture, d'eau, pour la vie quotidienne au niveau de l'équipage. Et en plus de ça, on produit toute une série de déchets qui sont liés à notre activité humaine. Donc, l'enjeu ici est vraiment de réfléchir et de penser à cette équipe comme une petite zone d'activité, d'avoir cette approche systémique. Et donc, différents projets, un en particulier, s'adresse vraiment à voir comment est-ce qu'on peut boucler ce cycle, boucler ces flux, en sachant que la navette la plus puissante peut transporter à peu près 9 tonnes et que c'est absolument pas suffisant pour transporter un équipage et surtout le récupérer vivant à la fin. Donc, juste une image, sans entrer dans les détails, simplement vous dire que l'image centrale, le carré central en vert, c'est une petite bactérie qui fait l'objet de tests industrialisés pour pouvoir récupérer à travers les cycles de production, notamment de végétal, de pouvoir produire des aliments en utilisant notamment les déchets de l'équipage. C'est un projet qui s'appelle Mélissa, qui est aujourd'hui qui est en pré-industrialisation et qui vise vraiment à boucler les cycles. Alors, c'est clair que là, on est dans des cycles qui sont extrêmement courts, hein, à l'échelle dans un endroit qui est très hermétique. Simplement, vous dire que là derrière, finalement, cette image-là, qui est un projet de laboratoire, pour moi, représente vraiment la conception qu'il faut en garder de notre vaisseau spatial qui serait la Terre ici, avec ses dimensions à elle. Alors,
ce voyage, je vous propose de l'arrêter ici, et puis maintenant d'atterrir véritablement sur l'enjeu qui nous concerne. Et puis la mission qui m'a été donnée, c'est vraiment de vous partager quelques retours d'expérience de symbiose industrielle. Et j'ai utilisé cette image d'équipage sur Mars pour ce terme de symbiose. Cette bactérie, finalement, c'est un peu le flux qui permet de relier une activité à une autre. Je ne vais pas m'arrêter longtemps sur l'exemple que je vous mets ici, mais c'est simplement pour vous donner la référence et quelques éléments clés à votre disposition. Donc, c'est si Joël a parlé de Manchester, quand on parle de synergie interentreprise, de symbiose industrielle, l'exemple de Kalundborg au Danemark est la référence clé, avec toute une série de publications qui sont existantes. Sans entrer dans le détail, vous avez ici le lien sur lequel vous trouvez toute une série de références. Je dirais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que d'une part, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ce n'est pas un équipement spécifique qui a été planifié entre deux entreprises, c'est vraiment une construction, une histoire qui s'est mise en place les 25 dernières années, mais qui, au fil du temps, a réussi à prendre toute sa dimension parce que l'intérêt des entreprises était bien entendu de pouvoir faire des économies en lien avec les investissements qui sont certes un peu plus longs qu'un investissement classique individuel, mais qui permet d'avoir un impact autant plus grand derrière. Et donc, vous avez tout un réseau de valorisation, de rejets thermiques, de matières premières, de déchets industriels entre ces différents acteurs. Donc voilà, il a fallu 25-30 ans pour arriver à une certaine maturité. Ça pose plein de questions, notamment de risques industriels, si un des maillons de la chaîne venait à disparaître. Et particulièrement, ce que je trouve intéressant, et je reviendrai là-dessus, c'est le lien entre cette zone d'activité, et Joël a parlé du lien entre la ville et le parc, et donc entre la municipalité ici, vous voyez, au fond, et la zone d'activité, notamment avec du chauffage à distance, la valorisation de rejets thermiques sous différentes formes, notamment la production et l'intégration des eaux. Voilà, je vous l'ai vraiment mis pour avoir un lien pour aller vous documenter sur le site de l'Institut. Monsieur Charrière? Oui. Il y a juste votre micro qui frotte, je pense, sur votre chemise. Est-ce que c'est mieux comme ça? Fait un petit peu de bruit. Oui, c'est parfait. Ouais, j'essaie de ne plus bouger, je vous remercie. Merci. Je vous partage un deuxième exemple en France cette fois qu'on a accompagné dès le début, qui est l'expérience d'écologie industrielle sur le port autonome de Strasbourg. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Encore une fois, je vous ai mis le lien sur lequel vous trouverez toute une série d'informations. Je vous encourage à les regarder. On a été intégré tout au début, et c'est un projet en plusieurs phases, pour vraiment initier, lancer, expliquer aux entreprises quel était l'intérêt de participer à ce type de démarche. On a fait toute une série d'ateliers, de workshops, on a fait des analyses de faisabilité. Et puis ce qui s'est passé, en fait, encore une fois, on voit dans le temps, c'est que le challenge a été vraiment la gouvernance. Comment pérenniser ces échanges entre entreprises qui n'avaient pas l'habitude de parler entre eux et avec un pouvoir public qui n'avait pas l'habitude d'échanger avec ces entreprises. Donc, on est vraiment arrivé sur cette modération. Et au fil des années, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des projets aujourd'hui phares en France qui a réussi à se pérenniser dans le financement de l'animation de son processus, et donc par les entreprises. Et vous avez ici en fait le pourcentage de la part prise par les entreprises. Aujourd'hui, on est en 2020, et on a dépassé le 50% du financement de la démarche aujourd'hui qui s'appelle Clé par les entreprises. Donc, elles voient aujourd'hui un intérêt à investir dans cette animation pour des retombées derrière sous forme de projets divers et variés. Et vous avez ici quelques chiffres, c'est finalement ce qui parle aussi aux entreprises. Et donc, on a monté différents projets, notamment sur les achats responsables, l'achat d'électricité, et là, les 60 000 par an pour 4 entreprises, ça a été généré en 12 mois. Donc, les 12 premiers mois, on a remodelé des facturations, enfin des contractings électriques qui ont pu se faire uniquement parce que différentes entreprises sont mises ensemble, et donc on a une masse critique qui a permis de négocier. Valorisation énergétique des déchets du bois, c'est évident. Et puis donc derrière, toute une série d'autres projets. J'ai mis l'exemple du papier carton où on a une estimation, mais là, c'est 16 000 € par an pour une entreprise en particulier, une papeterie sur place, qui a pu se fournir localement, notamment en déchets de carton et autres. Et donc, juste vous dire que c'est bien entendu ça qui fait sens quand on parle de symbiose industrielle. C'est l'aspect économique, dans un premier temps, mais ce qu'on a démontré, c'est la raison fondamentale pour laquelle les entreprises participent, c'est vraiment l'impact environnemental. Et le point important de cette démarche, c'est qu'on a réussi
dès le début, à identifier lors des phases 1 et les phases 2 des pionniers, des entreprises qui étaient moteurs, et ça Joël connaît très bien ce rôle-là, hein, d'avoir des ambassadeurs en fait auprès des autres entreprises qui vont embarquer le réseau. Donc ce projet-là était vraiment intéressant dans la pérennisation de sa gouvernance et dans la manière dont les entreprises ont pu être embarquées. Donc finalement, ce qu'on peut retenir, je vous la laisse là, c'est vraiment la notion de parc éco-industriel peut être traduite différemment en fonction des contextes, mais vise à chaque fois de relier les enjeux environnementaux, économiques, d'aménagement et sociétal derrière. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant. Une image que j'aime bien proposer, c'est vraiment de dire, voilà, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir des travaux spécifiques à un produit, à une chaîne de valeur. Et là, la question du parc, de l'écologie industrielle ou territoriale, c'est vraiment de sortir des silos, sortir du cadre, avec des outils, avec un processus par contre clairement identifié. On a fait différentes études et ce qu'on peut voir en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une série différentes manières d'appréhender cette collaboration interentreprise avec des rôles notamment sur la manière de gérer ces projets et donc différents modèles d'affaires qui sont disponibles et qu'on retrouve à travers les retours d'expérience. J'aimerais atterrir mon témoignage avec l'expérience en Suisse. J'ai deux exemples que j'aimerais vous proposer. Le premier, c'est à travers cette image, l'exemple de Genève. Quand je vous montre cette image et que je pose la question, quelle est la ressource principale, la ressource naturelle principale que vous voyez sur cette image, généralement, les personnes vont assez rapidement parler de l'eau, qui est une ressource, et j'en reviendrai, extrêmement importante en utilisation. On voit des arbres, on pense à la biodiversité, on voit l'air, mais finalement, la ressource principale disponible sur cette photo, c'est les matériaux de construction. C'est le stock de matériaux de construction dans le bâti urbain. Toute l'expérience de Genève se base sur un processus qui est ici illustré sur la gauche, donc qui a pris toute une série, hein, qui a pris vraiment également une bonne vingtaine d'années, pour inscrire dans la législation, et ça c'est le premier canton suisse qui l'a fait, la notion d'utilisation durable des ressources naturelles. Aujourd'hui, on parle d'économie circulaire. À l'époque, on parlait d'écologie industrielle ici sur Genève. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce processus, mais le fait que ça a été inscrit dans la loi et qu'il y ait une loi Agenda 21 a permis de faire bouger les barrières. Ce qu'on voit ici, c'est une étude de métabolisme qui a été réalisée à l'échelle du territoire et qui montre justement l'enjeu de ces matériaux de construction ici, de même que l'eau. Donc, je vais utiliser cet exemple-là concrètement pour vous montrer ce qui a été fait à travers un projet en particulier. Et donc là, dans mes exemples, je vais sortir un peu de la notion de parc au tout début pour vraiment parler de parc urbain, de parc industriel, économique, urbain. Vous avez ici en fait une pompe qui a été placée il y a maintenant une quinzaine d'années au fond du lac Léman, précisément à 37 mètres de profondeur, suite à l'intervention d'une entreprise clé de la place qui a souhaité se faire alimenter en chaud et en froid à travers un pompage du lac. La réponse du canton a été la suivante, OK, on est partant, par contre, il faut que ça se fasse à l'échelle du quartier et pas uniquement individuellement. Et donc, vous avez ici le tracé en bleu à travers donc, qui concerne le premier projet et qui est venu alimenter sur la base d'un pompage là à 37 mètres et donc qui propose une eau stable en température tout au long de l'année et qui permet donc du coup de rafraîchir les bâtiments en été et de proposer à travers un système de pompe à chaleur de valoriser les calories en hiver. Donc aujourd'hui, on a une vingtaine de bâtiments du quartier qui sont reliés au système. On chauffe une surface qui équivaut quasiment à 840 000 mètres carrés. Et donc, l'économie d'énergie finale globale atteint quasiment 30%, qui entraîne donc une réduction des émissions de CO2 qui se monte quasiment à 13 000 tonnes par année. Donc, on a ici un gain économique, un gain environnemental, et la manière dont ça a été mené est intéressante dans le sens où là, le public a joué le rôle de garantie bancaire dans le montage du système. L'entreprise pionnière a permis d'embarquer les autres activités économiques du parc. Et ce qui est intéressant, je vous ai mis ici une photo
non pas pour montrer la beauté du paysage à Genève, mais particulièrement ce parc, en fait, aujourd'hui est arrosé à travers les rejets de ce système avant de repartir dans le lac. Et donc, on a toute une série de parcs qui sont aujourd'hui arrosés par les rejets de ce système. Donc, c'est vraiment un système gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, on a deux autres. Donc, ce système ici en bleu dans la zone-là, on a un projet qui est en cours. Donc, les permis de construire sont délivrés et donc la construction du projet se fait, en partie activée ici au centre-ville et également le long de l'aéroport. Et donc, l'expérience acquise ici sur ce petit périmètre, entre guillemets, a permis de valider aujourd'hui les deux autres périmètres qui sont en construction ou quasiment finalisés sur d'autres territoires du parc. Et donc là, on a donc, du parc immobilier genevois. Donc là, on a un exemple de symbiose urbaine où les acteurs économiques ont un intérêt à rester ou à venir parce que vous avez de l'économie, en tout cas des ressources locales qui sont mises à disposition. Le deuxième projet sur Genève que j'aimerais vous proposer, en tout cas en termes de référence, c'est sur cette carte-là. Vous avez ici tout le périmètre industriel, l'ancien périmètre industriel de Genève, qui est vraiment en centre-ville et qui fait aujourd'hui l'objet d'une redéfinition complète des activités. Donc, on parle aujourd'hui de 1700 entreprises, des PME, qui représentent 20 000 emplois et qui sont vouées dans les 15 à 20 ans prochains à être relocalisées, soit déplacées complètement, soit relocalisées dans le périmètre, ou alors potentiellement dont les activités vont s'arrêter. Donc, c'est un vrai enjeu aujourd'hui urbain sociétal dans ce territoire-là. Et particulièrement, donc, ce territoire fait l'objet d'un plan directeur avec aujourd'hui une fondation PAV qui est propriété de ces activités et qui définit les règles. Qu'est-ce que ça pose comme problème? Principalement, c'est que ces entreprises, aujourd'hui, vous avez toute une série d'activités qui vont du garage en passant par la boulangerie industrielle, un centre commercial au centre qui vient d'investir plusieurs dizaines de millions dans une rénovation. Donc, vous avez plusieurs entreprises qui sont présentes et qui ne comprennent pas en fait ces activités d'aménagement, ces conditions cadres globales et qui ont plus des baux qui tournent sur les 20 à 30 prochaines années. Donc, la question clé sur ce territoire, c'est comment appréhender les PME locales, ces 1650 entreprises qui représentent 20 000 emplois, pour les accompagner dans leur requalification. Et là, donc, il y a différents projets qui se mettent en place et qui visent donc, à travers ces différentes échelles que je représente ici, de l'entreprise dans son parc d'activité à l'échelle de la région, pour vraiment comprendre comment est-ce qu'on peut les intégrer dans un système qui serait plus avantageux pour eux, au même endroit, dans un autre endroit ou carrément dans une autre zone. Et avec ça, donc, d'aborder les enjeux que Joël également a présenté succinctement tout à l'heure, les différentes dimensions dans lesquelles s'intègrent ces entreprises. Et aujourd'hui, on monte un projet pionnier qu'on appelle Usine du futur et qui vise justement à embarquer ces PME qui n'ont ni les compétences, ni les budgets, ni la prise de conscience que l'environnement est un enjeu pour eux et une chance. Et on essaie de l'intégrer justement dans cette requalification urbaine. Un exemple, encore une fois, que je vous encourage à aller voir, c'est cette plateforme génie.ch qui a été mise en place par différents partenaires de l'État et qui vise justement ici, à travers une autre image d'une autre zone d'activité à Genève, à relier les entreprises, les entrepreneurs et à partager l'expérience à l'échelle du territoire de Genève en termes d'optimisation des ressources. Et donc ça, c'est une plateforme qui est mise à disposition et qui se traduit par des retours d'expérience, des cases spécifiques, mais également des ateliers, des groupes de travail. On n'est pas ici limité à une zone d'activité. Je termine mon intervention avec un deuxième exemple qui me tient vraiment à cœur parce qu'aussi là, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur cette région. On est à l'autre bout du lac. Vous avez ici l'autre bout du lac Léman, avec une zone industrielle en Suisse, avec un site chimique ici qui occupe 4000 emplois, avec un incinérateur ici. Vous avez des zones d'activité auprès de petites communes qui sont avec des terrains en développement potentiel. Qu'est-ce qui est intéressant ici, quand on parle de synergie ou de symbiose industrielle, c'est qu'en son centre, vous avez
une usine de valorisation thermique, comme on les appelle en Suisse, autrement dit un incinérateur d'ordures ménagères. Les Suisses sont un peu les champions du monde des incinérateurs d'ordures ménagères. On en a une vingtaine pour 26 cantons. Donc, certains cantons, on en a même 2 ou 3. Et c'est vraiment l'infrastructure clé dans la stratégie de gestion des déchets en Suisse. Ça pose toute une série de questions, de problématiques également, de gestion des déchets urbains. Ce qui est intéressant, c'est que cette image-là, on peut aussi la transformer sous ce schéma-là. Aujourd'hui, cet incinérateur, et ça, c'est des informations qui sont extrêmement récentes, a pour mission de traiter les déchets, donc en les brûlant et de produire de l'énergie. Aujourd'hui, tous les incinérateurs en Suisse sont raccordés au réseau électrique et produisent de l'énergie à travers des couplages chaleur-force, etc. Ce qui est intéressant, par contre, derrière, quand on parle de gestion des déchets, c'est vraiment la valorisation matière. Et donc, cet écosystème, et c'est vraiment ça le terme aujourd'hui que j'aimerais proposer, cet écosystème agro-industriel est extrêmement intéressant parce qu'il permet, aujourd'hui, vous avez un tube de vapeur qui est en construction entre la zone industrielle et le site d'incinération pour valoriser des rejets thermiques à travers les fours ici, pour alimenter le site en chaleur, qui renvoie en échange de l'eau déminéralisée et de l'eau froide, qui permet de produire, et ça c'est un projet de rentrer dans la production d'hydrogène. Vous avez aujourd'hui un chauffage à distance qui existe et qui est alimenté par l'incinérateur de différentes collectivités publiques aux alentours, et vous avez également différents projets de captage de CO2. Et donc cet exemple est intéressant parce qu'on a vraiment ces 4 axes ici de valorisation thermique, privé-public. L'hydrogène, c'est vraiment un des enjeux à venir, on en a entendu parler tout à l'heure, de même que le CO2, et j'en reviendrai. Donc ça, c'est vraiment un exemple extrêmement parlant d'un industriel qui joue le rôle de pionnier, qui a la capacité d'investir et qui construit un projet avec son écosystème régional. Et ici, vous avez un résumé avec notamment un énorme projet aujourd'hui de station d'épuration régionale, hébergé par le site chimique, alimenté par l'incinérateur et qui va en fait remplacer dans les 10 prochaines années les stations d'épuration collectives des différentes communes et qui est en lien avec les autres producteurs d'énergie locale, notamment ici un méthaniseur. On a quand même ici le gaz naturel et puis le site chimique dont j'ai parlé. Donc là, il y a une véritable stratégie énergétique régionale intégrée que je trouve extrêmement intéressante et que je mets ici à votre disposition. Pour respecter le timing, j'aimerais juste en conclusion vous proposer quelques perspectives et opportunités qu'on a pu voir à travers ces exemples et puis à travers notre expérience. La première, c'est que ces projets-là sont possibles uniquement à travers un processus fort, dont vous avez un leader, donc vous avez un porteur qui est présent avec des outils. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet vraiment d'avoir des outils qui sont extrêmement intéressants. On travaille, nous, personnellement, sur des projets de type Toilmaker sur Dunkerque, par exemple, mais qui ne remplaceront jamais l'expertise industrielle. Ici, vous avez un groupe d'experts chez un client, justement, qui va observer dans la chaîne de production les potentiels d'optimisation et qui sont ensuite mis autour de la table avec les autres entreprises. Et donc là, vous avez toute une série de processus, de métiers d'animation qui sont extrêmement importants. Le deuxième point fait écho un peu à la situation actuelle. Les services partagés génèrent des modèles d'affaires innovants. Il faut repenser la manière de gérer ces services partagés. On ne peut pas avoir les mêmes taux de rentabilité et il faut être innovant à ce propos. La question de la mobilité a été présentée par Joël. Pour nous, elle fait extrêmement sens. J'ai mis ici quelques images de mobilité interentreprise. C'est encore extrêmement difficile de motiver les entreprises à penser mobilité durable. Imaginez la difficulté qu'on peut avoir quand il s'agit de penser mobilité durable entre plusieurs entreprises. On a, nous, vécu des écueils absolument hallucinants où des entreprises interdisaient à leurs collaborateurs de monter dans le même bus que des collaborateurs des voisins, de peur d'un transfert d'informations confidentielles. Donc là, il s'agit vraiment de contourner ces difficultés-là et de montrer que l'avantage est plus fort que le risque. Le télétravail a été imposé, Joël l'a encore précisé. Nous, on est convaincus qu'il y a des alternatives. Le coworking en fait certainement partie.
Le développement de réseau également. Donc, on travaille sur différents projets, notamment GoWo, qui est une plateforme intégrée à l'échelle d'un territoire pour mettre à disposition des employeurs un réseau de coworking. Et là, on est convaincu que justement, ces questions de réseau, de nouveaux modèles d'affaires sont intéressants. J'ai mis ici un deuxième print screen. C'est un réseau à l'échelle d'un parc en Suisse qui a été mis à disposition des employeurs la semaine passée. Une entreprise d'à peu près 3 000 ou 4 000 collaborateurs. Et ça fait maintenant 5-6 ans que les entreprises sont fédérées sous la forme d'une association et ils ont créé leur propre réseau sur la base de celui qui est réalisé au sein du parc industriel de la Plaine de l'Ain au nord de Lyon, à travers une visite qu'on avait organisée à l'époque. Et ça fait vraiment plaisir de voir que 2 ans plus tard, ce même outil a été approprié par les entreprises de ce parc. Je suis permis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à notre avis, vraiment le CO2, on parle beaucoup d'émissions de CO2 économisées. Le CO2 est vraiment une ressource pour les entreprises. Vous avez ici les différents usages qu'on peut en faire par voie physique, par voie biologique ici, et également par voie chimique. Je me suis mis l'alarme qui vient de sonner, c'est-à-dire que j'ai atteint mes 20 minutes d'intervention. Et vraiment, cette question de CO2, pour nous, elle est au centre d'opportunités absolument importantes. Notamment, on travaille aujourd'hui sur différents projets au niveau de la construction pour capter le CO2 et utiliser en fait du coup le calcaire pour stocker ce CO2, de même que de travailler avec les industriels pour valoriser directement, notamment le CO2 dans l'alimentaire qui est bien connu, mais il y a toute une autre sorte d'utilisations qui sont possibles. On a mis à jour un webinaire dans ce sens-là qui est aussi disponible sur différents sites Internet. Concrètement, je termine avec ça pour dire les bénéfices doivent absolument être plus importants que les différentes barrières. Et pour nous, ce qui est clé, c'est vraiment de dépasser les fausses croyances et prendre en compte la résistance au changement qui est importante. Intégrer les centres de décision des acteurs économiques qui ne sont pas toujours dans le parc d'activités sur lequel on imagine un projet. Ça, c'est extrêmement important. On l'avait vu d'ailleurs dans notre expérience wallonne. Répartir les risques en termes d'investissement, en termes de confidentialité, de législation, puis finalement anticiper cette gouvernance. Je pense que s'il fallait retenir 3 éléments de cette intervention, en tout cas que je vous propose de garder en tête, c'est que d'une part, les entreprises font vraiment partie d'un écosystème qui est complexe, et c'est aussi ça qui est intéressant, on fait partie d'un monde dont les ressources sont finies, mais qu'une vision systémique est nécessaire pour en sortir des opportunités, avec justement des acteurs d'un écosystème qui doivent créer ce climat de confiance. Il y a un climat de confiance qui est absolument nécessaire à travers une vision commune et un avenir commun. Je vous mets ici quelques ressources qui sont disponibles pour aller vous référencer. Et j'aimerais juste vraiment terminer à travers une image. Je pense que la créativité est importante. Les messages positifs dans ces temps de crise sont aussi importants. Je vous propose simplement cette image d'un artiste suisse qui s'est fait un malin plaisir de décomposer des œuvres connues. Je vous laisse réfléchir de laquelle il s'agit ici, simplement pour vous dire que c'est une chose de pouvoir quantifier, structurer les différentes filières, les flux d'informations, les flux physiques, pour pouvoir… Donc là, il y a différents outils qui sont nécessaires à ça. Mais ce qui est important derrière, finalement, c'est l'œuvre originale, c'est l'écosystème qui se construit au fil des années, dont les ponts apparaissent les uns après les autres. Et donc, c'est l'image de Kandinsky que je vous propose de garder en tête comme point final de cette intervention. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et j'espère que ça a été utile et que les ressources que je vous ai proposées, en tout cas les informations, pourront vous être utiles par la suite. Je n'ai pas prévu de slide, donc j'ai un petit mot bref de conclusion. Les orateurs ont mangé tout le temps de parole, c'est très bien, ça me permet d'être bref. Et l'intitulé du webinaire était bien les parcs d'activité économique hier, aujourd'hui, demain. Aujourd'hui, on est déjà un peu demain, puisque, sauf erreur de ma part, la relation que nous avions avec l'Union Wallonne était pour organiser un séminaire en présentiel. C'était là-dessus qu'on avait travaillé. Puis le Covid est passé par là, et donc nous sommes en mode webinaire. Donc déjà, en quelque sorte, nous organisons une relation de travail à distance avec une 60aine de personnes. Bon, ça n'a rien de neuf, ça existe déjà depuis un paquet de temps, sauf que sur notre vieux continent, ce n'était quand même pas si fréquent que ça. Donc voilà, déjà une nouvelle manière de travailler qui s'impose à nous. Et on ne sait pas pour combien de temps ça va durer, mais même si le Covid, ce qu'on espère tous,
se calme un petit peu, ces process vont continuer et donc conséquemment, la demande de mobilité va évoluer, la demande pour certains types de biens immobiliers va évoluer et le mode de mise en relation des personnes va évoluer. Même si pour ma part, j'aurais aimé rencontrer personnellement quelques-unes des personnes qui sont là. C'est aussi une occasion, ce genre de séminaire, de discuter un peu dans les couloirs et les couloirs nous manqueront évidemment aujourd'hui, je suppose pas qu'à moi. Mais donc sur les parcs d'activité économique, hier, aujourd'hui et demain, j'ai essayé de broder quelques mots à vous dire avec la spécificité aménagement du territoire qui est un peu ancrée dans ma culture professionnelle et aussi rapport aux compétences du ministre qui est compétent non seulement pour soutenir le développement des parcs d'activité économique, mais aussi pour l'aménagement du territoire. Et je ne remonte pas aussi loin que Joël Monti qui nous a emmenés au milieu du 19e siècle. Moi, je remonte seulement au milieu du 20e siècle. Le moteur fordiste à l'époque semble se mettre en marche de manière assez coordonnée avec deux grandes lois fondatrices. Il y en a une loi en 1959 qui est la première loi d'expansion économique ici en Belgique et en 1962, donc 3 ans plus tard, la loi fondatrice de l'aménagement du territoire. D'entrée de jeu, on part avec deux couloirs indépendants, autonomes l'un de l'autre, une loi d'expansion économique dont j'aime à rappeler quand même que la motivation principale qui allait permettre aux opérateurs publics d'exproprier des terrains, la terre, dont Joël nous rappelait qu'elle servait aussi à se nourrir, et qui allait permettre également de percevoir des moyens publics pour développer les voiries et tout ce qui est nécessaire pour équiper un parc. Eh bien, la motivation de ces lois était et reste toujours à ce jour le développement de l'emploi, et de l'activité et de l'emploi. N'oublions, ne perdons jamais de vue que ces territoires-là sont des territoires d'emploi, des territoires où des entrepreneurs peuvent développer des activités qui leur sont profitables, certes, mais également profitables à la collectivité par le biais de l'emploi et des revenus que cela génère. Donc ça, c'est déjà dans le moteur des lois de 59. Et donc en 59, en 62, quand on a la loi d'expansion économique et la première loi fondatrice de l'aménagement du territoire, on est dans un modèle où on ne se pose pas les mêmes questions qu'aujourd'hui. À l'époque, le développement va venir principalement par le biais de la route. La mobilité n'est pas du tout une question qui fait obstacle au développement, que du contraire, une sorte d'ubiquité du territoire. On peut se développer n'importe où puisque la voiture et le camion peuvent arriver n'importe où pourvu qu'on y amène de l'infrastructure. Donc ça, c'est une première axe de réflexion et c'était finalement il y a juste un bon demi-siècle, hein. Ouais, presque 60-65 ans. Et un deuxième axe de réflexion, c'est que les outils qui ont été développés à l'aval de ces deux grandes lois fondatrices l'ont été dans un modèle que je qualifierais de planification partenariale entre, au départ, l'État central, la Belgique n'était pas encore régionalisée, et déjà les intercommunales d'expansion économique qui sont devenues aujourd'hui, ce n'est pas Alain qui me contredira, on dira plutôt des agences de développement territorial parce que leurs missions se sont étendues, mais elles étaient déjà en fait là, dès le départ, ces missions-là, à la fois de l'aménagement du territoire et de l'expansion économique. Elles faisaient même du logement, elles avaient une intention pour un certain nombre de sujets. Et à l'époque, l'État belge a contractualisé avec les intercommunales pour faire réaliser les plans de secteur, les fameux plans de secteur qui allaient organiser, structurer la totalité de la planification spatiale en Belgique pour le demi-siècle à venir. C'est une histoire qui s'est écrite entre 62 et 87, j'aime bien le rappeler aussi, puisque le dernier plan de secteur a été approuvé en 87, donc 25 ans après la loi fondatrice. Donc ce ne sont pas des chemins qui sont en 2 jours, en 3 mois ou même en 2-3 ans. Ce sont des chemins qui doivent se construire dans la durée. Et parfois, il faut reconnaître que les pères fondateurs, certes, ils avaient une vision, c'est parfois audacieux d'avoir une vision qui va se dérouler, dont l'exécution va prendre un quart de siècle et dont la durée de vie va encore prendre peut-être encore un demi-siècle. Donc finalement, on doit voir à 50 ans et plus, et c'est compliqué. J'ai amené une preuve formelle de cette époque partenariale. Vous voyez, ça c'est un bouquin édité en 1971, coédité par le BEP et le ministère des Travaux publics. Alors, j'ai parcouru la table des matières. On y trouve un programme de développement et d'aménagement, programme démographique, programme de l'emploi, programme du logement, programme agricole et sylvicole, programme industriel, programme des services, programme des transports et communications, développement et armature urbaine. Je ne suis pas plus long avec l'histoire. Les mots ont un petit peu changé.
parce qu'il y a des modes sémantiques parfois, mais finalement, ne fait-on pas toujours, n'est-ce pas toujours notre mission d'aujourd'hui de développer les 7-8 programmes dont je viens de parler ici? Et je voudrais proposer, je pense qu'on doit continuer ou revenir plus exactement dans cet esprit de planification partenariale. On s'en est parfois un peu éloigné, je l'avoue. Les 20 ans qui ont suivi l'élaboration des plans de secteur, on est parti dans l'élaboration du schéma de développement de l'espace régional, puis qui est devenu schéma de développement du territoire d'une manière un peu plus jacobine, c'est-à-dire directement piloté depuis Namur et nos administrations régionales, avec les territoires qui sont simplement consultés comme n'importe quel kidam dans le cadre d'une enquête publique, à peine plus, je dirais. Bon, je ne conteste pas ce qui a été fait dans le passé, simplement que cette histoire-là, elle avait aussi commencé sur un mode partenarial, puisque le premier projet de plan régional d'aménagement du territoire avait été porté par les intercommunales d'aménagement du territoire. Un véhicule juridique ad hoc avait même été créé, le syndicat des intercommunales wallonnes d'aménagement du territoire, qui collaborait de manière contractuelle avec le gouvernement wallon de l'époque. Donc, on était passé de l'État belge à la région wallonne. Et donc, on est 20 ans après les lois fondatrices et on reste dans cet esprit partenarial. Et puis, on a 10-15 ans où on est plus dans la centralisation. Et on revient en 2000 avec une logique de partenariat, mais qui est ciblée sur une seule des vocations de nos agences de développement territorial, qui sont justement les parcs d'activité économique. Puisque en 2000, on lance le plan d'activité économique prioritaire et on a ainsi ajouté au plan de secteur original 1500 hectares, environ 35-36 zones d'activité économique. Donc, on reste sur des plaques de grande dimension, peut-être un peu plus petites que celles de 59-62, puisqu'à l'époque, on avait vraiment visé des très grands développements. En début des périodes fordistes, le rêve, c'est d'attirer la grande entreprise multinationale. Au début du XXIe siècle, on est déjà plutôt à la recherche de la consolidation des PME autour de grands et moyens donneurs d'ordre. Donc, on est sur des zones d'activité un peu plus petites. On reste dans un modèle très greenfield, c'est-à-dire consommation intense de zones agricoles et relativement excentré des villes, connectées directement à l'infrastructure de transport qui est autoroutière, aéroportuaire et beaucoup moins ferroviaire. À l'époque, ça commence à être une préoccupation, mais ça n'est pas encore. Alors, ça nous amène au jour d'aujourd'hui où le moteur de 59-62, je qualifierais un moteur fordiste assez mécanique dans sa vision du développement. On est plus sans doute, c'est un mot qui a beaucoup de signification, j'utilise avec prudence, mais j'en trouve pas de meilleur, dans un moteur transition. Et il faut arriver à développer un plan qui lui aussi va prendre 25 à 50 ans à s'exécuter et à être réellement utilisé, avec un peu de brouillard quand même sur les enjeux qui sont devant nous, même si on commence à voir de plus en plus clair. Bon, en tout cas, j'en reviens aux outils légaux qui nous permettent d'agir. Donc, je vous parlais des lois fondatrices aux alentours des années 60. Aux alentours de 2020, on a deux instruments fondateurs. On a le Code été, entré en vigueur en 2017, avec son schéma de développement du territoire, et on a le décret de 2017 qui est la dernière interprétation de la loi de 59 sur l'expansion économique. Et ce sont des outils qui ont mis l'accent beaucoup plus sur l'ensemble des compartiments de l'environnement que ce n'était le cas dans les modèles originaux des années 60. Le décret de 2017, par exemple, fait varier les taux de subvention selon un certain nombre de paramètres, notamment liés à la qualité environnementale et à la prise en compte des problématiques environnementales et énergétiques dans les parcs. Donc, je pense qu'on a de bons instruments sur le plan légal et sur le plan de la planification stratégique avec le SDT. Il faut les faire fonctionner. Les leçons que j'en retire, et je pense qu'on doit tous analyser ensemble, en tout cas avec les opérateurs publics de développement, mais les entreprises aussi doivent en être conscientes, c'est que clairement, l'outil aménagement du territoire nous parle d'une trajectoire d'artificialisation maîtrisée, voire même portée à zéro en 2050. Donc, c'est extrêmement audacieux. On a vu la photo de Genève. J'ai beaucoup aimé cette image où finalement, quelle est la ressource principale qu'on voit sur la photo? Ben, effectivement, ce sont des matériaux de construction. C'est la montagne qui s'est déplacée jusqu'à Genève pour en faire une ville. Demain, on ne peut plus faire Genève. Quand on a zéro artificialisation, ça veut dire que les berges du lac Léman restent totalement vierges de construction. Il faut faire avec ce qu'on a.
Et donc, 2050, oui, c'est loin, mais c'est en même temps relativement proche. Il faut faire un chemin qui arrive. Donc, on travaille avec nos administrations d'aménagement du territoire et on va bientôt travailler avec les agences de développement territorial aussi pour essayer d'écrire cette histoire-là en commun. Ça me paraît quand même que ça aura une conséquence immédiate, c'est qu'il va falloir aller vers un meilleur équilibre entre la mise en œuvre de brownfield, hein, donc la récupération des friches, les vieilles friches. Joël nous a montré des photos, mais il y a déjà des friches même moins vieilles que ça, hein, qui datent de la première période de planification dont j'ai parlé. On n'en est pas encore à avoir un parc industriel complètement en friche, mais on peut pressentir que ça peut arriver. Donc, il va falloir travailler sur l'existant et équilibrer l'existant avec des développements en greenfield qui seront sans doute encore nécessaires, mais qu'il va falloir maîtriser en quantité et stratégiquement les localiser de manière très stratégique pour éviter justement de consommer cet espace qui devient de plus en plus précieux. On va devoir également se poser la question de manière plus aiguë sur la maîtrise de la demande de mobilité et également, on en a beaucoup parlé, donc j'y viendrai moins dans mon exposé, bien sûr tout ce qui a trait à la circularité, donc que ce soit dans les relations interentreprises, comme M. Charrière nous en a fait la démonstration, ou que ce soit sur les communautés d'énergie, comme Alain nous en a parlé. Donc, ce sont des sujets qui tournent autour de la circularité, de l'optimisation de moyens rares. Donc voilà, ce que j'espère, c'est qu'on puisse mener ce chemin-là ensemble. Je dis, nous n'avons pas l'intention de travailler, si ce n'est marginalement, sur les réformes des lois, des instruments qui sont relativement neufs, hein, qui datent de 2017, plus travailler dans une logique projet et de façon autant que possible partenariale avec les territoires. Notamment, nous devons écrire cette fameuse trajectoire d'artificialisation contrôlée, non seulement à l'échelle de la région wallonne, mais encore à l'échelle des territoires. Et il nous semble que les territoires des intercommunales d'aménagement du territoire sont relativement pertinents à cet égard. Donc voilà, je ne voulais pas être plus long que ça, hein, si ce n'est pour remercier tant l'Union wallonne des entreprises que les orateurs qui sont succédés, qui, je pense, ont tous apporté quelque chose de très intéressant dans le message. Nous restons à disposition de tous pour répondre à toutes questions ici, maintenant ou plus tard.